Est-ce un symptôme de la perte de sens au travail? On va parler de l'absentéisme avec deux experts. J'accueille d'abord David Mahé. Bonjour David. Bonjour Lorraine. Vous êtes président fondateur de Human and Work. En face de vous, on a Vincent Bintouy. Bonjour Vincent. Bonjour Lorraine. Vous êtes le directeur France Top Employer Institute. Je vais parler en franglais en savonnant. Avec vous, on parle de comment prévenir l'absentéisme au travail. Est-ce que perdre le sens du travail, c'est s'absenter? C'est strictement corrélé. Vincent, qu'est-ce que vous observez? Oui, bien sûr, c'est forcément corrélé à un moment donné d'une façon ou d'une autre. Ce qu'il faut bien voir quand même, c'est qu'il y a différents types d'absentéisme et donc tous les absentéismes ne sont pas à mettre dans le même panier. Il y a l'absentéisme, on va dire, officiel, visible et qui est quantifiable et quantifié. Le dernier baromètre Hemming en la matière nous dit qu'il y a 22 jours par salarié et par an d'absentéisme. 22 jours. Ce qui paraît gigantissime. Ce qui paraît gigantissime et en même temps, ça recouvre des formes très variées puisqu'il va y avoir des maladies longues, forcément, où là, ce sera beaucoup plus que 22 jours. Et puis, au contraire, après, des petits bobos de la vie, on va dire. Et puis après, il y a surtout, je pense, le plus important et qui est totalement invisible ou difficilement, en tout cas, identifiable, c'est l'absentéisme invisible. Donc, qu'on pouvait appeler, avant la pandémie, le présentéisme, des personnes qui sont présentes au bureau, mais qui font probablement que le strict minimum. Et puis, qui maintenant, c'est un peu mué, petit à petit, en quiet quitting. Et notamment avec l'essor finalement de l'hybridation du travail où on a moins de facilité à identifier justement ce quiet quitting et finalement cet absentéisme. On va revenir sur la définition de ces différentes formulations. Je voudrais vous soumettre peut-être à vous, David, les chiffres que Jean-Michel Constantin, chef de service réanimation à Paris, avec qui nous étions juste avant, m'a rappelé. À l'hôpital, l'absentéisme, c'est 3% des médecins. C'est 20% des infirmiers, des infirmières, et ce serait de 30 à 40% des aides-soignants. David, comment vous regardez ces chiffres? Ce sont des chiffres qui sont énormes. En France, on considère qu'aujourd'hui, et c'est en hausse, l'absentéisme est autour de 5%. Ce qui est déjà beaucoup, parce qu'il y a quelques années, on était autour de 4%. On voit bien les conséquences. Les conséquences, c'est à la fois moins de travail, donc moins de production, moins de croissance. C'est de la désorganisation dans les services. C'est un manque de productivité. Et puis, en termes d'ambiance, c'est insupportable parce que finalement, ce sont ceux qui travaillent qui finalement compensent le travail des absents. Et on voit bien au niveau de l'hôpital, alors je ne sais pas qu'est-ce qui la cause, qu'est-ce qui la conséquence, mais en tout cas, quand on a ces chiffres-là, c'est très très compliqué d'organiser un hôpital, d'organiser un soin correct, d'organiser une qualité de service correcte, quand on a 40% des soignants qui sont en arrêt. C'est pas possible. Est-ce que vous avez observé tous les deux un lien entre absentéisme, hausse de l'absentéisme et le télétravail? Vous commenciez un petit peu à marquer dans le temps, voilà, il y avait l'avant-pandémie, l'après-pandémie. Est-ce que vous observez un lien, Vincent? Alors, si on prend les chiffres, justement, effectivement, les chiffres de David sont tout à fait corrects, à peu près 5% d'absentéisme. Il y a eu une augmentation de l'absentéisme ces dernières années et un pic au moment, justement, des différents confinements et pendant la pandémie. Ça redescend légèrement. Parce que le télétravail, effectivement, redescend également en termes de quantité et de jours travaillés. Mais pour autant, oui, le lien, il est forcément direct pour plusieurs raisons. La raison principale, c'est parce qu'il est plus facile de perdre le sens de ce que l'on fait au quotidien en étant en télétravail que quand on est au bureau et qu'on a un lien social plus fort. Donc ça, c'est vraiment évident on est peut-être déjà sur les solutions, on les abordera tout à l'heure, mais le fait à un moment donné d'être capable d'être très vigilant sur le fait que le lien social ne s'étiole pas, peut faire en sorte qu'effectivement, il y a une action sur la réduction de l'absentéisme. David? Je pense surtout que quand on regarde les politiques de prévention de l'absentéisme, c'est important à la fois d'avoir des indicateurs et c'est de comprendre finalement le lien entre le contexte du travail et puis ces indicateurs. Le télétravail, ça a toujours été un outil plutôt de motivation, et un outil d'engagement pour les salariés, un outil de liberté aussi. Aujourd'hui, on a été probablement dans une direction excessivement individualiste et cette perte de lien social, elle ne crée pas les conditions d'un engagement. Voilà. Donc là, il y a besoin probablement de questionner l'organisation du travail et du télétravail pour créer un bon équilibre, à la fois en termes de qualité de vie et en termes d'efficacité du travail. On va essayer de coucher quelques solutions sur la table, mais je voudrais quand même vous poser une question. L'absentéisme au bureau, parlons du tertiaire, parlons des gens qui se rendent dans des entreprises avec des bureaux. Est-ce que c'est pas un problème de salarié? J'ai un peu envie de vous dire, est-ce que c'est pas un problème de riche? Quand on est indépendant, quand on est auto-entrepreneur, au masculin, au féminin, quelque part, est-ce qu'on a le choix d'être absent?
Comment on articule une pensée sociale autour de ça? Il faut regarder d'abord les indicateurs. Vous avez de l'absentéisme d'ordre personnel. Vous avez les maladies. En ce moment, il y a la grippe, par exemple. Alors, on peut un peu travailler avec la grippe, mais il vaut mieux quand même, dans ce cas-là, plutôt télétravailler avec la grippe plutôt que contaminer tout un bureau. Et vous avez, pour le coup, des vraies maladies et des vrais arrêts maladie. Il n'y a pas de problème. Deuxième point, vous avez de l'absentéisme d'ordre familial. C'est des gardes d'enfants. Par exemple, en début de semaine, avec l'école et les crèches qui étaient fermées un lundi de rentrée. Exactement. C'est des travailleurs qui aident leurs vieux parents à vivre correctement. Ils doivent faire 250 km pour s'occuper de leur prise en charge sociale. Donc, ces questions d'ordre personnel, c'est quand même la majorité des arrêts maladie. D'accord. Et ensuite, vous avez de l'absentéisme d'ordre professionnel, où là, on parle des maladies professionnelles, on parle du stress, on parle des risques psychosociaux, on va parler aussi des questions d'organisation du travail, conditions de travail, et vous avez des endroits où les conditions de travail ne sont pas optimales et où effectivement vous avez des poches d'absentéisme importants. Quand vous êtes chauffeur de bus et que vous arrivez au dépôt le matin, que vous avez 3 de vos collègues qui sont absents, c'est pas l'idéal pour démarrer une belle journée. Bon, alors vous avez fait une dichotomie entre 2 types d'absentéisme. Oui. Quelle solution on peut apporter à chacun de ces 2 types d'absentéisme? Alors, le premier point, c'est d'abord que l'entreprise doit disposer d'indicateurs sur l'absentéisme. Et elle doit les partager. C'est en nombre de jours, c'est en pourcentage. Elle doit en parler dans ses comités de direction. Elle doit en parler avec son CSE. Elle doit partager des données qui sont des données factuelles. Ensuite, c'est important de mettre en place des politiques de prévention. Sur la question d'ordre personnel, on a des politiques d'équilibre entre la vie privée et la vie personnelle. La vie privée, et la vie professionnelle. La question de la garde d'enfants, j'en ai parlé, la question des transports, la question du temps de travail, c'est des questions qui sont, ou par exemple, lors des réunions, ça fait partie des choses qui ont une influence forte sur l'absentéisme. Et sur la partie plus professionnelle, là, on va questionner l'organisation du travail. On va questionner le management. On va questionner les relations entre les gens. Et c'est là qu'on va essayer de retrouver les leviers finalement, pour faire baisser l'absentéisme. Sur la question du sens du travail, est-ce que les gens savent pourquoi ils viennent travailler? Sur la question des conditions de travail, comment est-ce qu'on travaille dans l'entreprise? Et comment on crée finalement du lien qui donne envie aux gens de venir travailler et pas d'arrêter. Vincent Bintroy, pour l'absentéisme contre lequel on peut lutter, qu'est-ce que vous avez, vous, comme formule? Alors, j'ai pas de baguette magique, en tout cas, ça c'est certain. Après, comme le disait très justement David, il y a plusieurs moyens. Un des moyens, c'est de redonner du sens, en effet, au travail des collaborateurs. Ça passe à 2 niveaux. Ça passe par déjà l'entreprise en tant que telle, au sens mission de l'entreprise. Et là, je parle vraiment d'une mission d'entreprise, une raison d'être authentique, c'est-à-dire véritablement vécu et pas simplement un purpose washing, véritablement, mais vraiment vécu, et notamment au niveau du leadership. Pas semblant d'avoir une destination, d'avoir un but. Exactement, mais derrière, on le vit, on met en place des actions concrètes. Typiquement, David parlait de l'absence de certaines personnes pour aider des parents âgés. Donc, le fait de soutenir les aidants, etc., ça fait partie des éléments qui font en sorte que derrière, il n'y a pas qu'un discours, mais il y a des actions concrètes. Donc, il y a cet aspect véritablement d'authenticité de la raison d'être. C'est culturel. Exactement, c'est tout à fait ça. Et puis après, il y a un aspect flexibilité du travail, flexibilité des horaires. Il y a une étude récente qui montre que 50% des cadres sont en demande d'une flexibilité des horaires de travail. On n'est plus dans le télétravail ou travail au bureau, c'est vraiment flexibilité des horaires de travail. C'est quoi? C'est la fin du 9 à 7, c'est la fin du lundi-vendredi? Exactement, c'est tout à fait ça. Et ça, c'est mis en œuvre, typiquement, nous, dans les entreprises qui vont être certifiées 2023 et dont la liste sera communiquée prochainement, on a 44% des entreprises certifiées en 2023. Liste du Top Employer Institute. Exactement. Qui justement laisse une liberté tant sur les horaires que sur le lieu de travail aux collaborateurs. C'est gigantissime, 44% des entreprises certifiées. Alors c'est en régression, on va dire, par rapport aux années précédentes, où c'était un petit peu plus de 50%, mais ça démontre effectivement que c'est un élément qui est pris en main par les entreprises pour en faire bénéficier leurs collaborateurs et s'assurer de leur engagement et faire en sorte que du coup l'absentéisme soit pas un absentéisme, soit parfois de convenance, comme ça peut être le cas, soit pour des gardes d'enfants, mais flexibiliser ces horaires pour permettre à leurs collaborateurs de s'organiser comme ils le souhaitent. David, le mot de la fin pour les managers qui nous écoutent, comment on instaure cette flexibilité? Quels sont vos conseils? Alors, moi je pense que à la flexibilité, on peut aussi opposer une organisation et un travail collectif. Je pense que quand on parle de santé mentale, on s'aperçoit souvent qu'on a besoin aussi d'avoir des facteurs de protection. Et les facteurs de protection, c'est l'utilité,
Je sais pourquoi je me lève le matin. C'est l'ambiance, c'est le collectif, c'est les bonnes conditions de travail et c'est le fait qu'on fasse attention aux gens. Et je pense que la santé mentale, qui est un facteur clé de prévention de l'absentéisme, elle est meilleure quand justement on réunit ces facteurs-là. C'est-à-dire à la fois donner de l'utilité, bien organiser le travail et bien prendre soin des gens. Voilà, bien prendre soin des gens. Je vous propose que ce soit le mot de la fin, parce qu'on essaye dans cette émission de parler de redonner du sens au travail, de ne pas perdre le sens. Voilà, un peu de conseils culturels. Voilà, créer une culture d'entreprise un peu plus... comment dire, bien heureuse, mais on prend soin bienveillante les uns des autres. Merci beaucoup à tous les deux. David Mahé, le président fondateur de Human and Work, tout est dit, l'humain et le travail. Et vous, Vincent Bintruy, le directeur France du Top Employer Institute. Restez avec nous, on va parler des congés illimités. Est-ce que ça peut être une solution justement pour limiter l'absentéisme ?